Je veux faire ce que je veux. Je veux jouer la pantomime, même la comédie. Je veux danser nue si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Je veux écrire des livres tristes et chastes où il n'y aura que des paysages, des fleurs, du chagrin, de la fierté et la candeur des animaux charmants qui s'effraient de l'homme. Je veux chérir qui m'aime et lui donner tout ce qui est à moi dans le monde. Mon corps rebelle au partage, mon cœur si doux et ma liberté. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous littéraire rue Cambon autour de l'écrivaine Colette. Vous venez d'entendre un extrait de la nouvelle « Toby Chien parle », lue par la très talentueuse Clémence Poésy. Colette a 34 ans lorsqu'elle écrit ce texte et vient tout juste de se séparer de Willy, son premier mari et grand amour. Obligée de gagner sa vie, elle se lance dans le music-hall, enchaîne les spectacles où elle se montre quasi nue sur scène. Les mauvaises langues disent d'elle « Voilà une femme de lettres qui a mal tourné ». Colette fait fi des critiques et outrepasse les conventions de son époque. Et plutôt que de se fossiliser dans son statut d'écrivaine, elle préfère devenir la vagabonde, celle qui se déplace sans cesse, qui refuse de se figer dans un lieu, un milieu, un métier ou un stéréotype de genre. Et c'est sa fougue et son incandescent désir de vivre que je souhaite célébrer avec vous aujourd'hui. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une autre grande écrivaine, Emmanuelle Lambert, dont la biographie très personnelle sur Colette m'avait extrêmement touchée, et d'avoir aussi à mes côtés l'actrice et réalisatrice Clémence Poésy, férue de littérature. Colette a eu tant de vies, à la fois comédienne, écrivaine, journaliste, publicitaire et même chef-feu d'entreprise. Dans l'ombre puis la lumière, elle a été femme d'eux, 3 fois mariée, mais aussi amante bisexuelle, désirée et désirante, à la fois indépendante et conquérante, souvent encore sous-estimée, notre chère Colette, dans le panthéon des grands écrivains français. On parle pourtant d'une des plus grandes stylistes du XXe siècle, d'un être hybride et dérangeant, une femme née en 1873, morte au siècle dernier, libre et déterminée. Colette, comme vous le disiez si bien Charlotte, est une femme qui veut faire ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, avant tout, c'est être écrivaine et reconnue comme telle. Emmanuelle Lambert, est-ce qu'on peut dire ce que Colette veut, Colette sera ? On peut dire ce que Colette a voulu, Colette a été. Elle disait ce qu'on écrit arrive. Elle aimait bien Colette, aller voir des voyantes, elle avait quelque chose un peu avec la sorcellerie qui lui plaisait bien, et elle croyait vraiment dans ce pouvoir de prédiction de l'écriture. Et donc de fait, Colette, elle a réussi dans tous les domaines qu'elle a explorés, alors qu'au départ, c'était pas nécessairement gagné. Vous l'avez dit, elle est née en 1873, elle vient de province, elle vient d'une famille désargentée, c'est une femme qui va divorcer 2 fois, qui va devoir recommencer à chaque fois, et à chaque fois elle se réinvente, et à chaque fois elle atteint son but. Donc je dirais que oui, Colette est devenue ce qu'elle voulait, même si au départ, elle y allait à l'instinct, elle y allait au désir, et peu à peu dans l'écriture, elle a redonné forme à tout ça. Charlotte, c'est vrai qu'elle avance, Colette, hein, toujours. Elle a cette conviction qu'il faut qu'elle conquiert son indépendance. Et on sent que pour elle, c'est à la fois un but et une nécessité. D'où tient-elle, d'après vous, cette assurance ? Je pense que l'assurance de Colette, ça vient peut-être du côté de son enfance, de son éducation. Elle a été très aimée par ses parents, très choyée. Elle a connu ce paradis de l'enfance et elle disait « j'ai grandi entourée de livres, de tendresse et de liberté ». Et donc peut-être que cette confiance, elle vient de là, mais c'était pas gagné non plus. Cette assurance, elle reste fragile puisque ça la rend aussi très orgueilleuse, puisqu'elle veut toujours être très aimée, donc elle est plus vulnérable à la déception amoureuse, par exemple. Je repense à l'extrait que Clémence a lu. Il y a à la fois la fierté et le chagrin. Elle écrit avec les deux, en fait. Une fois qu'elle se rend compte qu'elle peut survivre à cette première catastrophe amoureuse, d'avoir été trahie par son premier amour, elle se dit « plus rien ne pourra me tuer, je peux avancer ». Willy, à la fois il lui prend son nom sur les premiers livres et puis il la trahit tout court par ses infidélités. Ça va beaucoup la blesser d'ailleurs cette histoire, hein, mais il faut quand même aussi dire que Willy a été extrêmement important pour elle. Son mari l'a introduit dans les cercles littéraires parisiens, il l'a aussi, quand même lui, le premier incité à écrire. Et à écrire ses souvenirs de jeune fille qu'il va éditer. C'est lui qui édite son premier livre, Claudine à l'école, en 1900. On le disait sous son nom à
lui. Est-ce que vous diriez que sa vie, comme son œuvre, au fond, a été, du début jusqu'à la fin, un long récit d'émancipation? C'est absolument ça, c'est cette idée de s'arracher perpétuellement à ce qui peut nous tenir captifs. Et je repense à Une chambre à soi de Virginia Woolf, et cette question de l'émancipation économique, ça a été toujours très important, et toute sa vie, elle a continué quelque part à se battre pour cette émancipation. À propos de Chambre à soi, elles étaient contemporaines, l'une et l'autre, hein, Colette et Virginia Woolf. Hein. Oui. On sait si elles se sont rencontrées, si elles se sont lues. Je sais que Woolf l'a lu. Ça, c'est sûr, parce qu'elle en parle dans son journal, et elle trouve ça absolument extraordinaire. Elle se trouve banale, en fait, quand elle lit Colette. Donc, elle a été lue. Il ne faut pas oublier que dans les années 20, Colette est extrêmement célèbre. Dans les années 20 et 30, là, elle accède à un pic de notoriété qui est vraiment immense, et qui va faire que monter jusqu'à la fin, jusqu'aux années 50. Donc, elle est lue et elle est célébrée. Est-ce que vous diriez, Emmanuel Lambert, que sa plume s'est libérée, que sa plume s'est presque émancipée, comme elle, son écriture, au fil de ses livres? J'ai le sentiment que oui, elle a eu plusieurs vies. Et je crois qu'on ne peut absolument pas séparer les plusieurs vies de Colette des plusieurs phases de son œuvre. D'abord parce que son œuvre est en grande part autobiographique, mais pas seulement. Et notamment, dans les différentes vies de Colette, il y a le musical et il y a le journalisme. Et la façon dont elle parle du journalisme dans ses livres de souvenirs, elle raconte l'urgence, elle raconte le fait qu'il faut fournir l'article. En la lisant, je me dis, mais le journalisme lui a appris à accélérer son écriture, jusqu'à ses derniers livres où ça fonce à toute allure. Je crois qu'elle a amalgamé toutes les leçons de ses nouvelles vies, et qu'à chaque fois, elle les a transfusées dans sa manière d'écrire. Et donc oui, je pense que c'est une écriture évolutive, comme l'était son corps et comme l'était sa vie intellectuelle et sentimentale. Et elle est quand même une force de la nature, Colette, aussi. Et cette énergie, elle passe aussi par son corps. Moi, c'est mon corps qui pense, va écrire Colette, qui est devenue, on le disait, actrice de musical pour gagner sa vie. Et ça, elle l'écrit dans La retraite sentimentale en 1907. Charlotte, l'importance du corps chez Colette, il n'est pas sans rappeler toute l'attention portée par Gabrielle Chanel, par Coco Chanel à la même époque, pour libérer le corps des femmes. Je trouve d'ailleurs qu'il y a beaucoup de points communs entre Gabrielle Chanel et Colette, où elles se sont d'ailleurs rencontrées, et Colette a écrit un très beau texte sur Chanel, où elle la compare à un petit taureau noir. Et oui, il y a ce rapport au corps qui est assez similaire, où elles pratiquaient toutes les deux le sport. Colette commence à pratiquer la gymnastique, l'équitation, se passionne pour la boxe. Et donc c'est, je pense, par le sport qu'il y a cette nécessité de créer du coup des vêtements qui sont adaptés au mouvement. Elles sont toutes les deux sensibles à la nécessité de redonner du mouvement au corps féminin, et à une part de naturel, puisque les corps étaient évidemment corsetés. Elle sera plus tard, Charlotte, scénariste, publicitaire, chef d'entreprise, on le disait, je crois qu'on l'a évoqué justement dans le maquillage. Elle va choisir les cosmétiques pour cette entreprise qu'elle va monter. C'est une femme qui, tout au long de sa vie, a été extrêmement entrepreneuse, même avant-gardiste. Elle n'a jamais eu peur d'en faire trop, Colette? Oh non, pas du tout. Je pense qu'elle se pose absolument pas la question de savoir si elle en fait trop. Il y a cette avidité chez Colette de quelque part suivre son instinct, ses passions. Dans La Vagabonde, elle parle du hasard, mon maître. Et donc elle a cette capacité en fait à saisir les occasions, les rencontres, des choses qu'elle n'imaginait peut-être pas et qui vont l'emmener ailleurs. C'est pour ça qu'elle a autant de vie et d'activité. Elle suit tout simplement ce qui arrive sur son chemin aussi. Elle a peur de rien, sauf peut-être de vieillir. Oui. Et cette fuite inéluctable du temps, elle l'écrit déjà dans Les Vrilles de la Vigne, hein, qui est un recueil de nouvelles paru pour la première fois en 1908. On en écoute un extrait, Clémence, la parole est à vous. Il faut vieillir. Ne pleure pas. Ne jouant pas à des doigts suppliants. Ne te révolte pas. Il faut vieillir. Répète-toi cette parole, non comme un cri de désespoir, mais comme le rappel d'un départ nécessaire. Regarde-toi. Regarde tes paupières, tes lèvres,
Soulève sur tes tempes les boucles de tes cheveux. Déjà, tu commences à t'éloigner de ta vie. Ne l'oublie pas. Il faut vieillir. Éloigne-toi lentement, lentement, sans larmes. N'oublie rien. Emporte ta santé, ta gaieté, ta coquetterie, le peu de bonté et de justice qui t'a rendu la vie moins amère. N'oublie pas. On ne gagne pas contre le temps, hein, sauf en écrivant, finalement. Oui, sauf en écrivant, c'est-à-dire que ça, c'est un motif quand même qui traverse quasiment tous les livres, hein, et qui, évidemment, l'âge venant, va s'accentuer. Il y a ce double mouvement, en fait, du temps qui avance et puis de l'écriture qui, sur cette ligne du temps, voilà, qui est sans pitié, comme on le sait, l'écriture, elle fait surgir comme ça des choses qui explosent et qui redonnent, à défaut de donner de la jeunesse, ça donne de la sève. Et Colette, elle prend souvent l'image des plantes pour parler des êtres. Elle va souvent dans le végétal, quoi. Et c'est quelqu'un qui, malgré, je crois, une vieillesse difficile, compliquée par des problèmes de santé, a gardé la sève jusqu'au bout et ça se lit jusque dans ses derniers textes. Un dernier mot sur ce point, Charlotte, avec vous, dans la vie de Colette, il y aura eu des hommes, des femmes, des chats, des chiens, mais aussi surtout la nature, hein, ce paradis perdu qui était sa maison natale de Saint-Sauveur en Bourgogne, le jardin de sa mère, Sido. Colette et les siens étaient, selon ses propres mots, des fervents de la campagne pure. La nature, l'émerveillement qu'elle lui procure, ça c'est quelque chose qui traverse absolument tous ses livres. Est-ce que vous diriez que cette présence de la nature dans ses écrits traduit aussi la manière que Colette avait d'habiter le monde? Oui, je pense que c'est protéger tout ce qui veut vivre, tout ce qui veut croître. Et donc, c'est peut-être une définition aussi de la douceur, quelque part, qui cherche à protéger, non pas de façon mièvre, mais de manière attentive. Et il y a ce mot de Sido, regarde, regarde. Et c'est toujours cette attention à la vie, à toutes ces nuances qu'on voit dans la contemplation du vivant. Et donc les plantes, les animaux, la nature qui nous entoure nous rend sensibles à ce principe de croissance perpétuelle de la vie. Et Colette arrive à capter cela dans son écriture et à nous le restituer avec une force extraordinaire de métamorphose, en fait. Et on le sent vivant en nous. Oui, parce qu'à sa manière, Colette était une pionnière d'un genre littéraire très à la mode aujourd'hui, qui est l'autofiction. Elle racontait tout, ou en tout cas beaucoup, sous le ton du jeu. Elle observait, et ça passait par le prisme de l'individu, hein, cette réalité qu'elle nous racontait. Parce qu'il faut dire que Colette est entrée dans la Pléiade, il faut dire que Colette est la première femme à avoir obtenu des funérailles nationales. Au fond, qu'est-ce que l'œuvre de Colette a vraiment d'admirable pour vous, Emmanuelle Lambert, encore aujourd'hui? Moi, ce que j'admire, c'est la puissance du style. C'est-à-dire, c'est une chose qui me laisse à chaque fois sans voix, et plus exactement d'un style qui se renouvelle au fil des années. Colette ne s'endort jamais sur ses lauriers. Avant sa mort, elle a présidé le jury du Goncourt, quand même. C'est une femme qui préside le jury du Goncourt. Donc, elle est tout à fait connue. On vient la voir comme une espèce de grande sage des lettres. Toute la jeune garde se précipite chez elle. Mais elle ne se laisse jamais lester par le succès. Et à chaque fois, elle trouve quelque chose de nouveau à découvrir. Et c'est ce que vous disiez, ce regard que lui a donné sa mère. Elle le garde jusqu'au bout, jusque dans l'expérience du grand âge. Et bien, elle continue d'observer, ça reste une expérience. Donc moi, ce que j'admire chez elle, c'est cette capacité de renouvellement dans l'écriture. Moi, j'avais jamais lu du Colette à voix haute, mais ce qui m'a complètement saisie, c'est ce corps qui pense, quoi. C'est cette physicalité qui est dans cette langue magnifique, mais jamais lointaine. Elle vibre, quoi, avec nous. Et ça, c'est exceptionnel. Dans une époque où la question de l'identité, des assignations, des discours bien tranchés, on y est confronté absolument tout le temps. Et quelque part, Colette nous rappelle que tout ce qui est vivant
justement se transforme, est une identité mouvante. Il y a chez elle un appel, je crois, à cette puissance de se redéfinir à chaque instant et de ne jamais se figer dans un discours tout fait. Et pour ça, je la remercie beaucoup.